tout le monde, bienvenue à la Maison d'Italie pour la présentation d'un livre que nous sera présenté par Paolo Romani, de Valentina Supino et de Eric Vial, qui a fait une introduction très intéressante car il est quand même spécialiste de la période. Le titre du livre est Florence 1943-44, 3 générations de femmes dans la tourmente, Valentina Supino, Camilla Benai, Elisa Rosselli. Le livre, comme vous avez peut-être lu dans la présentation de l'invitation, parle hélas d'une période très triste pour l'Italie, c'est-à-dire la période de l'introduction des lois fascistes raciales voulues par Mussolini en 1938. L'an dernier était le 80e anniversaire de cette promulgation de loi et donc plusieurs manifestations ont été faites en Italie, même par la présidence de la République et en France aussi. Nous, on a légèrement décalé notre date pour des raisons d'organisation, mais nous sommes quand même heureux ce soir de parler d'une page, en effet, très triste de l'histoire italienne et de l'histoire mondiale en général. Je disais auparavant à Mme Supino que mon frère avait une maison d'édition en Italie et en 1988, quand c'était le 50e anniversaire des lois fascistes sur lois raciales anti-juives, avait publié un livre sous la houlette d'Alberto Cavaglion, qui est un spécialiste en Italie de l'histoire juive, et avec une préface de Piero Treves. Il me semble que jamais toutes les lois avaient été présentées alors ensemble, c'était une première, et naturellement le livre a été étouffé par différents témoignages voulus par Cavaglion de Salvemini, Croce, Lussu, Nitti, Franco Venturi, etc. Mais je voudrais lire 3 lignes seulement de l'introduction de Piero Treves qui sonne encore aujourd'hui assez préoccupante. L'introduzione, je lis en italien et puis éventuellement s'il y a besoin d'une traduction on la fera rapidement. Le interdizioni del Duce segnano e insegnano anche le nuovissime interdizioni ai nostri nemici di ieri e di oggi. A rileggere infatti le bolse assurdità che sarebbero appena risibili se non grondassero lacrime e sangue, viene da sorprendersi che siano state credute. Viene tuttavia da sperare che non possano essere credute più. Donc, disait Piero Treves dans son introduction qu'à relire aujourd'hui ces lois et les commentaires, elles font pratiquement rire si elles n'étaient pas lourdes de sang et de larmes. Et c'est surprenant que alors ces paroles et ces lois ont été prises au sérieux, car elles semblent absurdes, et il y a espéré que cette absurdité ne se reproduise plus. Donc, je voulais comme petite réflexion au commencement de cette séance vous livrer cette introduction qu'avait fait Piero Treves il y a 30 ans. La rencontre de ce soir est, comme plusieurs rencontres qu'on organise, organisées par la Dante Alighieri du Comité de Paris, dont le président est Michele Canonica, ici présent, et qui prendra la parole tout de suite après moi. Et donc, je remercie la Dante pour cette précieuse aide et cette précieuse concurrence qu'elle fait dans l'organisation de nos manifestations. Et j'espère que donc, la soirée sera riche aussi de questions de votre part. Donc, Michele Canonica, merci d'être fidèle avec nous.
Oui, je suis très heureux de saluer cette nouvelle collaboration entre la Maison de l'Italie et le Comité de Paris de la Dante. La Dante, comme vous le savez, s'occupe de l'ensemble de la culture italienne et également de l'enseignement de la langue italienne en Italie, aux étrangers, aussi bien que dans le monde entier. Nos événements, au départ, couvraient essentiellement le domaine historico-littéraire. Et disons que cet événement d'aujourd'hui est consacré justement à une page extrêmement triste, dramatique de l'histoire italienne. Mais comme vous le savez également, la Dante s'occupe aussi d'un tas d'autres domaines. Le thème de l'antisémitisme est malheureusement toujours actuel. Nous avons présenté il y a quelques mois un livre consacré par mon confrère journaliste Alberto Toscano au grand champion cycliste Gino Bartali, lequel n'était pas seulement un grand sportif, mais était aussi quelqu'un qui s'était engagé dans l'action militante au jour le jour pour protéger des juifs persécutés pendant toute la période de la guerre. Ce livre a remporté un bon succès en français, donc sur le marché francophone, mais il est maintenant vraiment arrivé dans la liste de best-sellers en Italie en considération de la grande popularité de Gino Bartali en Italie. Il faut considérer que c'était un catholique pratiquant, mais un catholique qui ne faisait pas partie de cette de ce club de catholiques réactionnaires qui persécutaient les juifs dès l'époque de l'affaire Dreyfus. C'était un catholique ouvert au dialogue entre les différentes confessions religieuses. Le thème de l'antisémitisme aujourd'hui a pris disons, des caractères un peu différents, car cela provient malheureusement non pas essentiellement du monde catholique, mais hélas de certaines tendances extrémistes du monde islamique. La France est un pays touché par ce phénomène d'une manière grave, et tout le monde sait que ce sont des dizaines de milliers chaque année les juifs français qui émigrent vers Israël d'abord ou vers d'autres pays où ils se sentent mieux protégés. Donc là, ce soir, on va parler histoire, mais il s'agit d'une histoire qui malheureusement a des éléments de contact très importants avec l'actualité. C'est un livre extrêmement intéressant, un livre qui se lit facilement, donc c'est un livre rigoureux, mais ayant une force communicative vraiment extraordinaire. Je regrette simplement que Éric Vial, qui a collaboré d'une manière décisive pour la réalisation de ces livres, ne soit pas avec nous. Et on n'est pas arrivé à trouver une date commune, et donc nous lui adressons un grand remerciement pour tout ce qu'il a fait, et sur le plan de la traduction et sur le plan des recherches et disons, de la rédaction du volume. Je crois que cette fois, il est juste que la Dante soit représentée par une voix aussi
prestigieuse que celle de Paolo Romani, qui va être l'animateur de ce débat. Paolo Romani est un journaliste, comme vous le savez, vous le connaissez, de grande expérience, qui est à Paris depuis, je pense, un demi-siècle à peu près. Et oui, et donc c'est une grande signature de la presse italienne à Paris. Il a été correspondant de plusieurs journaux et il est aussi, depuis plusieurs années, l'un des vice-présidents du comité de Paris de la Società Dante Alighieri. Et donc c'est à Paolo Romani que très volontiers je passe la parole. Bien, alors je suis vraiment très content d'être ici pour vous présenter ce livre de Valentina Supino et de Éric Vial, car je n'hésiterai pas à dire que c'est un livre vraiment exceptionnel. Et pourquoi est-il exceptionnel? Parce qu'il s'agit d'un témoignage, ou plus exactement de 3 témoignages sur la période, une des périodes les plus sombres et les plus tragiques de l'histoire de l'Italie au XXe siècle, la période qui va de la promulgation des lois raciales par le régime fasciste de Mussolini à la guerre, dans laquelle l'Italie, je vous le rappelle, était entrée en 1940 avec près d'une année de retard sur l'Allemagne hitlérienne, et elle était entrée en guerre portant à la France déjà vaincue ce qu'on a appelé depuis et qu'on continue à appeler le coup de poignard dans le dos. Bon, donc nous en sommes aux années de la guerre et surtout à ces 2 années terribles, 1943-1944, quand l'Italie, après la chute de Mussolini le 25 juillet 1943, après l'armistice signé avec les Alliés par le roi Victor Emmanuel III et le maréchal Badoglio, donc signé avec les Alliés le 8 septembre 1943, et donc à ce moment-là, l'Italie a été occupée en grande partie par les Allemands. Et cette période est vue d'abord à travers les yeux d'une enfant, Valentina, qui est ici, et qui avait 5 ans en 1940, et qui a traversé ces années sans avoir une conscience exacte de ce qui se passait, mais dont les souvenirs en disent long sur le climat de peur et d'angoisse qui régnait dans la communauté des Juifs qui survivaient à l'époque en se cachant sous des faux noms, et ou en allant se cacher à la campagne, en quittant leur ville. Et on perçoit aussi l'existence d'une résistance dont le papa de Valentine était un des protagonistes. Et on perçoit la répression qui s'ensuivait de la part des occupants allemands et des milices de la République de Salo, ce régime fantoche que Hitler avait voulu instituer en Italie en mettant à sa tête Mussolini. Bon. Alors, l'écriture de Valentina Supino est vraiment étonnante, car on croirait entendre parler une enfant. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a frappé quand elle parle des feux de Bengale dans la nuit. Or, en fait, il s'agissait de fusées éclairantes qui étaient destinées à préparer les bombardements. Mais au lieu de l'enfant qu'était Valentine, c'était comme des feux de joie. Voilà. Et voilà. Ensuite, la même période est vue à travers les yeux de 2 adultes, 2 femmes. Camille Benheim, la mère de Valentina, a laissé un journal des années 1943-1944, dans lequel elle décrit dans les détails la vie quotidienne de la famille et des amis, sous les bombardements et sous les menaces des nazis et des fascistes.
Elisa Rosselli, la grand-mère de Valentina, a laissé, elle, le récit de son Odyssée, des péripéties de sa fuite d'Italie, de l'exil en Suisse, où, par parenthèse, les réfugiés qui fuyaient le fascisme et l'occupation allemande n'étaient pas toujours très bien accueillis. Et donc il y a ces 3 témoignages qui sont plus intéressants l'un que l'autre, les uns que les autres, et c'est un livre non seulement exceptionnel, mais j'ajouterais émouvant, car on y traite de la période des dernières années de la guerre, qui est aussi la période pendant laquelle s'intensifient les persécutions contre les Juifs et commencent les déportations vers le camp de la mort. Et dans les témoignages de ces 3 femmes, on perçoit clairement l'angoisse qui est omniprésente dans la vie quotidienne. On comprend aussi que jusqu'à la fin de l'année 1943, et malgré les lois raciales, malgré tous les signaux terribles, n'est-ce pas, qui arrivaient de partout, de l'Allemagne et d'autres pays occupés, eh bien, une partie de la population juive n'était pas vraiment consciente du danger. J'ai lu dans le journal de Camille Benaïm l'histoire elle raconte le départ à destination de Vérone d'un train chargé de déportés. Et il y a là un homme qui commente et qui dit « Oh, on les amène simplement travailler à Vérone ». Et il y a une femme qui lui répond « Mais vous ne comprenez donc rien, c'est en Allemagne qu'on les amène pour les assassiner ». Et Vérone, il faut le savoir, est en effet la gare de départ de la ligne de chemin de fer qui, par le Brenner, rejoint l'Autriche, l'Allemagne et les pays de l'Europe orientale dans laquelle se trouvaient les camps de la mort. Alors, la valeur de ces 3 témoignages réside avant tout dans leur authenticité, car cette période a été racontée aussi dans de nombreux romans, par exemple par Giorgio Bassani ou par Alberto Moravia. Mais ce sont des œuvres littéraires remarquables, mais cependant, dans les textes de ces 3 femmes, il n'y a rien de romanesque, seulement la réalité brute et brutale. Et un autre élément important de ce livre, c'est la contextualité historique. Et à ce propos, il faut rendre hommage avec une mention spéciale à Éric Vial, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir. Éric Vial a non seulement participé à la traduction des textes, mais a aussi et surtout rédigé les notes nombreuses et très précises qui éclairent le lecteur sur les personnages cités, les lieux, le contexte historique et politique des événements. Et il est intéressant de découvrir à travers ces notes les liens qui unissaient la famille de Valentina, qui était une famille d'intellectuels, d'artistes, de scientifiques, avec des personnages tels que Giuseppe Mazzini, l'un des pères fondateurs de l'unité italienne, les frères Rosselli, les exilés antifascistes assassinés en France à Bagnoles de l'Orne par la cagoule, et l'écrivain Alberto Moravia et tant d'autres. Voilà, maintenant, à présent, Valentina Supino va vous donner son témoignage et nous parler plus longuement des témoignages de sa mère et de sa grand-mère. Et ce sera ensuite le tour de Marianne Matar-Bonucci, une historienne que beaucoup de vous connaissent et qui est l'une des plus importantes spécialistes de l'histoire italienne du XXe siècle, en particulier de l'époque fasciste. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, parmi lesquels je n'en citerai que 2, l'Italie fasciste et la persécution des Juifs, et une histoire de la mafia. Voilà, je voulais justement rappeler que Marianne Matar-Bonucci nous a rejoints, nous en sommes très heureux. Aujourd'hui, il y avait des problèmes de circulation, mais elle est arrivée avec un peu de retard, mais nous sommes vraiment très heureux de la voir ici parmi nous. Alors moi, je voulais remercier la Dante Alighieri et Paolo Mani pour cette belle introduction, et la Maison d'Italie qui nous héberge. Et
je vais essayer de parler un petit peu de ces livres. Je voulais juste retrouver des souvenirs. En effet, ça a commencé après la mort de mon père en 1978. Je suis allée à son enterrement et je me suis promenée dans ces cimetières de Pise qui étaient beaux et très anciennes, à la recherche de la tombe de mon grand-père. Mon grand-père paternel, qui est mort quand j'avais seulement 4 ans, a été très important pour moi parce que ça a été une figure comme un peu magique. D'abord, il était historien de l'art et peintre, donc il me prenait les soirs sur ses genoux et il me dessinait ce que je souhaitais. Donc, je ne sais pas, les carrosses, la course de cheval, beau, des choses comme ça. Et je voulais voir sa tombe que je n'avais jamais vue. Et donc, je me suis promenée dans ces cimetières. Et peut-être c'est là où je commençais après à repenser à la seule période de ma vie que j'avais passée auprès de mon père, parce que mon père était d'abord antifasciste dans la résistance, était prof d'université, donc il était extrêmement occupé. Je ne le voyais jamais. En plus, j'étais une petite bourgeoise qui avait une nurse qui m'a promenée. Et donc, ma mère, je la voyais un peu le soir, mais mon père, je le voyais absolument pas. Et donc, je commençais dans cette espèce d'aller à la recherche de cette période qui, dans mon souvenir, était la seule de ma vie que j'avais vraiment passée avec lui, parce que donc, nous étions cachés sous un faux nom dans la ville de Florence, et mon père, qui était ce qu'on peut dire agent de liaison, m'amenait promener tous les jours. Et lui, il faisait ce qu'il devait faire, que moi, je ne comprenais pas. J'avais compris que c'était quelque chose de pas très, disons, un peu caché, un peu quelque chose de... Oui, de pas tout à fait catho, comme on dirait. Et donc, mais je n'avais pas compris quoi. Et dans ces promenades, il m'expliquait souvent les monuments et les passés de la ville de Florence. Et je pense qu'il faisait ça pour retrouver ses propres souvenirs d'enfance. Parce que quand lui était enfant, son père, qui était historien de l'art, amenait ses enfants, il en avait 2, une année chacun, visiter une ville italienne. Il leur expliquait l'art de la ville et tout. Et je pense que mon père, dans ce qu'il a fait avec moi, voulait un peu retrouver ses souvenirs à lui. Donc, il m'a amené et il me racontait pas seulement ça, mais l'histoire de Florence, les plaques qu'il y a sur les ponts qui ont été détruits par Attila. Et donc, il y a des vers, des danses qu'il me récitait. Et j'ai visité la ville comme quelqu'un m'a dit un jour, mais dans votre livre, c'est comme un guide de Florence. Quelqu'un pourrait se promener et regarder Florence en ayant votre livre à la main. Donc voilà, et on a eu des périodes, moi certaines choses je ne les savais pas. Par exemple, je ne savais pas si on était juif ou pas, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, juif à l'époque. La seule chose dont je me souviens très bien, c'est qu'un jour, dans une promenade avec mon père, nous sommes passés devant une maison et il y avait arrêté devant un camion d'Allemands qui faisait monter de manière assez brutale des gens dans ces camions et les poussait avec leurs fusils. Et mon père m'a pris les bras et m'a fait traverser. Bon, après nous sommes allés au jardin, moi je jouais avec les enfants, lui lisait les journaux, et quand on est rentré à la maison, il a dit « Nous avons vu les camions qui amenaient les Juifs ». Et donc c'est ça que j'ai compris.
Voilà. Moi, j'aimerais bien s'il y avait des questions. Moi, je peux continuer, mais... Tu pourrais peut-être parler un petit peu des témoignages de ta mère et de ta grand-mère. Oui. Parce que d'abord, comment est-ce que ces documents sont arrivés? Alors, les documents de ma mère, quand moi j'ai publié mon livre, et je vous dirais que j'étais très incertaine, parce que moi, quand je l'ai écrit, d'abord, je ne savais pas que je l'aurais publié. Je n'ai fait d'abord un article poussé par un ami qui était directeur du Ponte, Giorgio Luti, qui, quand il a vu, il a dit « Non, il faut que tu les fasses, moi je te les publie, c'est très bien ». Donc, de là, ça a commencé. Et moi, je ne savais pas si c'était des souvenirs rêvés, falsifiés, vrais, parce que la mémoire, si vous voulez, n'est pas quelque chose comme un vêtement qu'on met dans un tiroir et on le ressort tel quel. La mémoire évolue avec les temps, avec notre vie. Donc moi, je pensais peut-être mes souvenirs, je les ai construits. Et quand je montrais les livres à ma maman, le livre est sorti en 1995, donc elle est morte en 1996, elle m'a dit « Mais tu te souviens d'énormément de choses que même moi j'ai oubliées. » Et puis elle m'a dit « Tu sais, j'ai écrit aussi des souvenirs, mais je n'ai aucune idée où je les ai mis. » Alors, bon, le temps a un peu passé, les livres, mon premier s'appelait Il nome delle serpi, a été publié par La Terza, et après, en parlant avec Marta Baiardi, qui était l'historienne qui a, disons, s'est occupée de la première mouture italienne, qui d'ailleurs on a présenté pour la première fois à la Dante de Jérusalem. Donc, vous voyez, comme ça. Et elle a dit, mais écoute, si ta mère dit ça, il faut absolument que tu les trouves. Alors, elle m'a harcelée et à la fin, je trouvais ces manuscrits de ma mère qui étaient dans un coin avec d'autres choses. Et celui de ma grand-mère avait été publié sur un journal de Lugano, la Libera Stampa, qui a fait faillite depuis. Mais ils avaient publié une partie qui avait ma tante, la femme d'un frère de ma mère qui est norvégienne, et qui les avait chez elle, et donc son mari les avait donnés à ces journalistes de Libera Stampa qui les avaient publiés. Et ensuite, c'est ça l'intérêt de la version française, a été trouvé chez des lointaines amies d'une sœur de ma mère, en Israël, la première partie. Et donc, Vial l'a traduite, et là, les choses sont complétées. Et celui de ma grand-mère, elle n'avait pas vécu les choses que nous avons vécues, ma mère et moi. Donc, elle est partie en Suisse. Donc, c'était très différent. On l'a revu qu'en 1946, parce qu'après, il n'avait pas les droits de retourner avant un certain moment. Ça a été assez compliqué. Et donc, on a pu publier l'intégralité. Oui, son voyage, justement, comme je disais tout à l'heure, son voyage vers l'exil en Suisse a été une sorte d'odyssée, ça a été un voyage difficile. Et l'arrivée n'a pas été facile non plus, parce qu'ils n'ont pas été accueillis vraiment d'une façon très sympathique. Non, c'était difficile, et encore c'est une chance qu'ils aient été accueillis, parce que mon grand-père avait la nationalité anglaise. Mon grand-père était anglais, donc ils ont été... Enfin, c'était pas tout à fait des réfugiés, mais moi j'ai l'extrait de la police de Bellinzona, et avec les noms de mes grands-parents, et il y a écrit « Ils sont rentrés clandestinement », on s'y dirait de nos jours. Oui, c'est ça. Je voudrais donner la parole tout de suite à Marianne Matar-Bonucci, qui, pour qu'elle essaie de situer un peu ces témoignages dans le contexte historique.
Bien, merci. D'abord, pardonnez-moi de ce retard, mais ce sont les embarras des transports en région parisienne. Je venais de Saint-Denis. Il m'a fallu donc prendre la Famigerata, si vous dire, la ligne 13 d'abord. Et à Porte-de-Vanves, j'ai pris un tram où, curieusement, il y a eu une espèce de mouvement de foule qui a fait que les gens se sont engouffrés et que les portes ne fermaient plus, et les portes ont été endommagées, donc il a fallu évacuer le tram complètement, et du coup j'ai choisi à partir de la porte d'Orléans de venir à pied. Voilà, c'est une petite épopée bien banale quand on est parisien, mais qui explique pourquoi malheureusement je vous ai fait attendre. Alors, je suis ravie donc de présenter une deuxième fois, parce que c'est une deuxième fois que j'ai l'occasion. Voilà, j'avais présenté déjà la version italienne à l'Institut culturel italien, et là, donc, c'est une version en français dans cette excellente collection de l'Université de Grenoble que j'ai contribué à créer, et donc qui qui apporte, je crois, beaucoup à la connaissance de l'histoire italienne. Et c'est véritablement donc un témoignage, plusieurs témoignages donc précieux qui nous sont proposés. Alors, ce qui est quand même très singulier, on l'a compris donc dans ce qui a été dit par Paolo et Valentina, c'est qu'on a trois points de vue sur les mêmes événements, de trois femmes, de trois générations, et on aurait pu avoir un quatrième point de vue, qui est celui de votre père, donc. Et donc on voit que la famille Supino est une famille quand même un petit peu exceptionnelle, peut-être pas si exceptionnelle si on considère qu'effectivement ils appartenaient à cette bourgeoisie juive extrêmement cultivée, qui s'était très bien intégrée donc, dans l'histoire de l'Italie libérale, puis fasciste, hein, il faut le dire aussi, puisque votre père a d'abord pris sa carte donc, du parti fasciste avant de devenir antifasciste, et ça c'est d'ailleurs une question que je voudrais vous poser, parce que c'est pas tellement précisé dans le livre, comment se fait l'évolution, comment se fait le basculement, à quel moment, hein, c'est une question dont on pourra rediscuter. Donc, trois moments, une famille où tout le monde écrit, quelle chance, donc, et les mêmes événements qui sont rapportés. Et c'est assez passionnant de voir effectivement... Alors là, vous avez changé la présentation, l'ordre des textes hein, par rapport à l'édition italienne, mais comme nous l'a rappelé Valentina, personne ne sait au moment où il écrit qu'il existe un récit des mêmes événements par les autres membres donc, de la famille, et donc on voit des moments qui sont des moments particulièrement dramatiques ou particulièrement intenses, rapportés donc par ces trois femmes de façon différente. Je pense à certains épisodes, certains épisodes de bombardement, mais cet épisode incroyable où donc Mathilde, qui est pour vous une cousine, va se dénoncer auprès de la police, donc, parce qu'elle donnait, elle apportait de la nourriture à un réfugié donc allemand juif, elle apportait donc de la nourriture, et pour cela, ses propres parents ont été arrêtés, et donc elle va se dénoncer, ce qui est quand même un acte de courage, mais aussi, comment dirais-je, d'honneur, hein, d'une certaine façon incroyable, pour essayer donc de faire libérer ses parents. Donc je crois que cet épisode-là est rapporté trois fois. L'épisode aussi, le moment où la famille apprend la déposition de Mussolini par le Grand Conseil du fascisme, bon, qui évidemment pour cette famille d'antifascistes est une nouvelle tout à fait joyeuse et mémorable. Bon, et il y a d'autres comme ça épisodes donc qui sont rapportés par trois voix différentes, et c'est tout à fait intéressant. Alors, ce sont des récits qui sont aussi de nature différente, puisque dans le cas donc, du texte qu'a écrit Valentine, il s'agit d'une reconstitution a posteriori de souvenirs.
Mais, et je trouve que ça c'est aussi tout à fait intéressant, à titre général, pas seulement avec un point de vue d'historienne, parce que vous essayez de retrouver le regard de l'enfance. Ouais, hein. Et le fait que vous soyez psychanalyste n'est peut-être pas pour rien dans justement cette capacité que vous avez effectivement à renouer avec une certaine naïveté hein, dans le regard qui est porté sur ces événements. Et vous introduisez le moins possible je veux dire, il y a l'historien qui est là pour faire le contrepoint, et il faut saluer le travail remarquable qu'a fait Éric Vial. Hein. Donc l'historien est là pour rappeler les faits historiques, mais Valentine rapporte un vécu qui évidemment est dépourvu de la compréhension politique qu'on pouvait avoir, puisqu'elle est enfant, justement. Et donc ce sont des sentiments presque à l'état brut hein, qu'elle rapporte, et je trouve que ça c'est tout à fait intéressant. Alors dans ce cas-là, donc c'est une reconstitution a posteriori, ce qui est aussi le cas du récit de la grand-mère, alors qui est très intéressant. Et ces deux textes, aussi bien celui de Valentine que celui de la grand-mère, ont des qualités littéraires. Hein, ce sont des textes écrits qui quelquefois font sourire, ne sont pas dépourvus d'une certaine forme d'ironie ou d'humour. Et alors ce qui est amusant, c'est que la langue de la grand-mère est une langue quelquefois un petit peu, comment dirais-je, précieuse, hein, qui est la langue que l'on pouvait avoir en ce début, enfin une langue qu'on pouvait apprendre donc en ce début du XXe siècle, avec une formation beaucoup plus littéraire probablement que ce qu'elle a été par la suite. Et alors ça se voit dans certains mots. Je me demandais de quel mot italien avait été traduit le mot argousin pour parler des Allemands, justement, qui revient à plusieurs reprises, et bon, qui est une façon de s'exprimer, enfin, qu'on ne trouve quasiment que dans les livres purement littéraires. Hein. Donc ça, il y aurait un travail à faire, là, vraiment, de littérature sur la langue de la grand-mère. Alors, la question que je me suis posée en lisant ces trois textes, aussi pour renouveler un peu, je me souviens plus tellement de ce que j'avais dit il y a quelques années donc, à l'Institut culturel. Ce dont je me souviens simplement, c'est que la directrice d'alors, Madame Valensis, était intervenue pour dire que ce que montrait... je crois que c'était à ce moment-là, c'était elle, hein, oui, et elle était intervenue pour nous expliquer que dans l'Italie de l'époque, il y avait de bons Italiens. Bien, alors, il y a effectivement de bons Italiens, mais on voit aussi que tous ne sont pas de bons Italiens, hein, notamment il y a une partie de la police qui prend effectivement pendant la guerre son rôle au sérieux d'arrestation de résistants, de juifs, etc. Et il y a effectivement beaucoup d'amis qui vont cacher cette famille qui fuit donc de possibles arrestations parce qu'ils cumulent le double handicap d'être à la fois juif et antifasciste. Hein, donc ils sont effectivement doublement menacés, et pas seulement antifascistes, mais même résistants s'agissant donc des parents. Mais on voit aussi que les choses sont quelquefois plus compliquées. Par exemple, la grand-mère explique que certains le font par humanisme, et le font aussi parce que c'est une façon d'avoir des ressources. Hein. Rien ne se fait gratuitement, que ce soit pour passer la frontière ou que ce soit pour obtenir de la part de gens qui ne les connaissaient pas a priori un toit, un refuge. Eh bien, il faut effectivement débourser de l'argent. Donc, une réalité qui est infiniment plus complexe que celle du mythe du Bravo Italiano qui nous avait été reproposé donc, lors de la première présentation. Alors, je me suis dit, donc, en prenant ce livre, au fond, qu'est-ce qu'on comprend de la guerre? Qu'est-ce que ces différents témoignages apportent? Et c'est assez... ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit vraiment différents aspects de la vie de l'Italie et du fascisme pendant la guerre. Alors, le témoignage de Valentine m'a vraiment beaucoup plu,
parce qu'il y a un aspect que j'avais peut-être moins vu lors de la première lecture, qui est qu'en dépit de la guerre, alors peut-être parce que c'est le point de vue d'une enfant, justement, aussi, mais qu'en dépit de la guerre, en dépit du fait que les enfants juifs ne pouvaient plus aller à l'école depuis 1938, de la peur, et cette peur des bombardements en particulier, on la sent très bien, hein, et d'autant plus qu'elle nous raconte, ça c'est un peu étrange, que comme elle avait une pneumonie, le médecin de famille avait jugé moins dangereux qu'elle reste dans la maison au moment des alertes aériennes, hein, plutôt qu'elle sorte pour aller se mettre dans les abris. Je ne suis pas sûre que le calcul était forcément, du point de vue de votre espérance de vie, était forcément le meilleur, mais du coup, donc, ces bombardements sont vécus avec une intensité beaucoup plus forte, hein, parce que probablement qu'elle, comme la famille, se sentaient encore plus exposés que s'ils avaient été effectivement dans des abris. En tout cas, donc, on voit évidemment toutes ces souffrances de guerre, on voit comment on vit dans une ville en guerre, mais elle rapporte aussi des moments qui sont les moments passés dans la maison de campagne, dont j'ai oublié le nom du... à l'Impruneta, et par exemple cette foire d'Impruneta dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui a l'air d'être quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors je ne sais pas si ça existe toujours, mais ça m'a donné envie, puisque ma famille par alliance est toscane, hein, donc je me suis dit que j'irais effectivement à la foire d'Impruneta. Et donc elle rapporte des moments de la vie paysanne, de la vie traditionnelle, qui continue d'une certaine façon presque implacablement, alors que, par ailleurs, les horreurs donc, de la guerre, du fascisme et les crimes perpétrés par les nazis et par les nazis-fascistes, comme on disait dans la résistance à l'époque, eh bien, se multiplient. Et il y a notamment un moment particulièrement émouvant, qui est ce week-end passé chez un petit camarade qui appartient, ça je veux dire que c'est assez extraordinaire, parce que donc Toscane, qui dit Toscane, dit quand même une tradition de mouvement ouvrier, une tradition rouge évidemment, qui n'a pas disparu à l'époque du fascisme et qui forcément ne peut plus tellement s'exprimer, et du fait de cette amitié avec ce petit Carlo, elle va dans la famille de l'enfant en question, dont le père est un militant marxiste, communiste, sans doute un peu dogmatique même, qui comprend que la famille des parents de Valentina est aussi une famille d'antifascistes et qui essaie de comprendre de quelle nature est cet antifascisme et si Valentina sait ce qu'est le prolétariat, la lutte des classes, donc, et la doxa marxiste. Et donc, à travers cette amitié et le récit de ce week-end passé là, on voit ce qu'est la vie effectivement de ces paysans, comment en dépit de la chape de plomb donc, du fascisme, on continue quand même à faire de la politique et à penser marxiste, hein, dans ce contexte-là. Et je ne vous raconte pas comment l'histoire se termine, même si elle se termine de manière tragique, hein, et c'est particulièrement émouvant. Alors, il y a tout ça dans le témoignage de Valentine, et donc on voit à la fois la situation d'urgence, de peur, donc, que crée le fascisme et la guerre, et en même temps la façon dont la vie continue. L'histoire est présente, mais elle est présente en filigrane. On comprend donc qu'il y a cet entourage de militants du Parti d'Action, de Giustizia e Libertà, ces militants qui continuent à rester en contact, à fréquenter les parents, et c'est aussi intéressant pour ça, hein, parce qu'on voit effectivement comment se fait cette résistance au quotidien, qui passe beaucoup par l'échange d'informations, hein, précisément. Donc, mais encore une fois, l'histoire est à l'arrière-plan, donc,
et si on comprend de quelle histoire il s'agit, c'est grâce à Éric Vial. Alors, dans le récit mais parce que ce n'était pas le propos, hein, évidemment, de votre récit. Dans le récit de la grand-mère, l'histoire est beaucoup plus présente, et ça m'a aussi beaucoup intéressée, mais elle est présente essentiellement, et c'est une deuxième question que je voulais vous poser, ce qui est présent dans le récit de la grand-mère est relativement absent, sauf en filigrane, donc dans le récit de Valentina pour les raisons qu'on a indiquées, mais aussi dans le récit de Camille là, c'est tout ce qui a trait à la persécution des Juifs, hein, qui est beaucoup plus présent à ce moment-là. Je dirais que même il est essentiellement question que cela. Pour dire les choses autrement, on a l'impression que Camille là, et sa famille souffrent essentiellement de la guerre parce qu'antifascistes, alors que l'impression qu'on a, c'est que Elisa et son mari souffrent parce que juifs, et d'abord parce que juifs. Et ça correspond probablement à une forme de réalité, puisque dans le cas des parents, on a une génération de gens qui sont dans le feu de l'action, dans le feu du combat antifasciste, et qui donc pensent beaucoup moins finalement à cette persécution des juifs en tant que juifs, même s'il en est question, alors que ça prend une importance donc beaucoup plus grande dans le récit donc, de la grand-mère. Alors, ça c'est aussi tout à fait intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on voit de quoi sont faites donc toutes ces souffrances de guerre, donc les persécutions des juifs, mais aussi, et cela on le trouve dans le récit de Camille, là, les persécutions de civils, tout court, les otages, les massacres de Paesi, hein, ces massacres de civils qui ont quand même fait plusieurs milliers de morts, indépendamment même de la persécution des Juifs, donc dans l'Italie de la République sociale italienne. Alors, voilà, je ne vais pas être trop longue, hein, parce que comme ça m'a beaucoup intéressée, je pourrais continuer, mais on a deux récits a posteriori, et ce texte, enfin, de Camille, là, qui est évidemment, d'un point de vue littéraire, probablement le moins intéressant, parce qu'il est écrit à chaud, sur le vif, et c'est une forme de chronique, en fait, hein, de chronique des événements, mais qui est vraiment très très précise pour savoir comment concrètement, eh bien, quand on est à Florence, donc pendant ces quelques mois d'attente, on vit la guerre. Alors, probablement pas comment on vit quand on est l'individu lambda, parce que ce n'est pas l'individu lambda, c'est quelqu'un, donc encore une fois, qui est engagé dans ce combat antifasciste, qui a énormément d'informations sur la façon dont progressent en particulier les événements militaires, hein, et ce qui frappe donc, dans ce récit, c'est l'attente, l'attente, l'attente. Et ça, je pense que ça correspond à ce qu'ont vécu effectivement la plupart des Italiens, là je dirais toute tendance confondue, entre donc le moment de la libération de Florence, août 1944, et la première chute de Mussolini, donc juillet 1943, sa déposition par le Grand Conseil du fascisme, eh bien, après une avancée rapide, on sait que la ligne de front va s'enliser, notamment du fait de Monte Cassino, et les choses vont aller beaucoup moins vite donc, que ce que les antifascistes espéraient. Et donc ce thème de l'attente et de l'angoisse, évidemment, qui va avec, est au cœur donc, de ce récit. Alors, je voudrais terminer en disant que ce sont donc des récits tout à fait passionnants pour quelqu'un qui voudrait comprendre, au fond, ce qu'a été la guerre, hein, le vécu de la guerre en Italie, dans le nord donc, de l'Italie. Bon, c'est par ailleurs une histoire familiale qui est intéressante aussi en tant que telle, parce que ce n'est pas n'importe quelle famille dont on parle, c'est une famille d'intellectuels, c'est une famille d'artistes, c'est une famille aussi de juifs qui ne se pensaient probablement pas tellement comme juifs au début de la guerre et qui auront compris qu'ils l'étaient davantage à la fin. Et il y a de ce point de vue-là des témoignages aussi sur la façon dont on retrouve les rites
dans la synagogue qui sont tout à fait intéressants donc, et précieux. Donc ce n'est pas n'importe quelle famille, c'est une famille aussi de femmes à forte personnalité, de femmes qui écrivent, qui existent par elles-mêmes aussi. Hein, je crois qu'il faut le mentionner. Alors, c'est une famille 3 générations qui est placée, et là aussi, il est bon de le savoir, qui est placée sous les auspices, d'une certaine façon, de Mazzini, puisqu'au moment du mariage donc, des grands-parents, Mazzini, des arrière-grands-parents, Mazzini a donné une lettre donc, qui est absolument extraordinaire, et donc on peut peut-être lire quand même un extrait qu'il adresse donc aux grands-parents, dans laquelle alors il est heureux, donc il parle du bonheur qu'il a à être informé de ce mariage, et il donne des conseils. Pour ce qui vous concerne, ayez de l'estime et du respect l'un pour l'autre en vous aimant. C'est une forme de discours, de discours à la fois religieux et laïque hein, que fait Mazzini, et ça correspond bien à ce qu'était justement le personnage. Je vous renvoie à la belle biographie de Jean-Yves Frétinier sur le sujet. Conservez le sentiment profond d'être des égaux. On sait que Mazzini avait sur les rapports hommes-femmes des vues qui étaient avancées hein, pour l'époque. Soyez 2 êtres qui s'unissent pour vous améliorer tous 2. Considérez le mariage comme un acte sérieux, un acte religieux. Ne lui donnez pas le bonheur pour but. Le bonheur vous sera donné si vous le méritez. Et pour le mériter, pour ce qui concerne les autres, n'oubliez jamais, quand vous êtes heureux, les malheureux qui vous ont été donnés comme frères. Quand vous êtes unis, les abandonnés et les solitaires du monde. Ne faites pas du mariage, je trouve cette formule extraordinaire, ne faites pas du mariage un égoïsme à 2. Vous devez vous améliorer et vous ne le pouvez pas sans améliorer les autres. Écoutez pour tous, encouragez-vous l'un l'autre au bien. Et comme lien entre vous et moi, astreignez-vous à verser entre mes mains chaque jour 1 shilling chacun. Ne souriez pas, vous savez que je collecte toujours pour des causes que vous approuvez. Ce sera une sorte de communion symbolique que nous aurons. En versant ce shilling, vous penserez à moi et à mes conseils. Une fois Venise et Rome libérées, vous cesserez. Donc c'est une union qui est scellée hein, sous le signe du Risorgimento, sous le signe de la libération de l'Italie. Et je crois que ce qu'on voit, et je terminerai par là, en lisant ces récits de vie familiale, eh bien, c'est que cette famille s'est comportée en digne héritier hein, de cette bénédiction politique de Mazzini par la façon dont ils se sont comportés donc, pendant le fascisme et pendant la guerre. Merci. Est-ce que vous disiez, vous, comme ça je réponds à votre question aussi sur la juidité de ma grand-mère. Ma grand-mère était de la famille Rosselli, donc elle était d'une famille laïque. Sa mère était danoise où la religion n'existait pratiquement pas. Mais après, elle avait épousé ces messieurs de Gibraltar, qui par contre étaient un juif très croyant. Et bon, son beau-père, je crois, lui avait fait promettre qu'elle serait restée elle n'aurait pas rendu son mari athée, mais c'est Sarah-elle qui aurait gardé la juidité. Alors, je crois qu'elle était une personne très drôle, mais aussi très honnête, et donc elle l'a fait, mais bien sûr, ses enfants rigolaient, ne croyaient rien. Mon père, n'en parlons pas. Et après, ça s'est dilué, c'est fini. Je veux dire, c'est pas une chose qui... autant l'antisémitisme nous touche, ou les choses, autant la religion, on est né complètement étranger. Donc c'est ce que vous avez ressenti, que ça s'est dilué autour. Et ma grand-mère paternelle, elle ne fêtait que 2 choses, Noël et les premiers jours de l'an, et j'avais jamais entendu dire qu'il y avait des fêtes juives. Donc si vous voulez, c'est pour ça.
certainement. Alors, sur le cheminement politique de votre père. Alors là, écoutez, je pense que mon père a toujours été antifasciste. D'abord, ma mère était cousine des frères Rosselli, qui ont été assassinés quand même en 1937, donc bien avant les lois raciales. Mais je crois qu'à un certain moment, vous savez qu'il y a eu cette histoire que j'ai dit en riant d'ailleurs, sur l'effet qu'on ne pouvait pas être employé d'État, donc lui était professeur à l'université, si on ne prenait pas la carte du parti. Pas la carte, si, je ne sais pas si c'est la carte ou si on ne jurait pas fidélité. Ah, il y avait aussi l'obligation de prêter serment. Oui, ou de prêter serment. Oui. Et mon père, qui est devenu professeur universitaire en 1934, en 1935, il ne voulait pas perdre tout de suite son poste, il en avait besoin parce qu'entre-temps il s'était marié, il avait une fille, et donc ce qui est dans un premier temps, il a pris une carte, mais je pense qu'il n'a jamais arrêté, c'est comme quand on prend les passeports d'une nation X, mais avec son cœur on n'y est pas, je pense, voilà. Parce qu'en Italie, il n'y a eu que 13 profs d'université qui ont voilà, refusé de jurer. Donc, voilà. Alors, il y a une autre chose que je peux dire, c'est que quand j'ai trouvé, je ne l'ai pas dit avant, j'aurais dû le dire, quand j'ai trouvé les journaux de ma mère et que je l'ai lu, il y a une chose qui m'a énormément touchée. Et je me suis vraiment très émue, j'avais les larmes aux yeux, c'est l'histoire du morceau de verre jaune. C'est qu'on peut la raconter, je me promène avec ma mère et il y a une maison qui est complètement détruite, qui a été bombardée, on pense qu'il n'y a pas de survivants, que tout s'est écroulé. Et moi, j'étais en train de construire une maison pour mes poupées. Et alors, au milieu de ces débris, je vois un morceau de verre jaune. Et donc, toute heureuse, je saute pour prendre ça. Et ma mère fait la réflexion dans son journal. Et elle dit, quand je vis ma petite fille qui sautait sur ces débris, cette maison écroulée, j'ai eu la tentation de l'empêcher, de la gronder, parce qu'au fond, c'était un lieu de mort et un lieu sacré. Et après, je me suis dit qu'au fond, c'était une juste revanche de la vie, et que cette fasse la joie d'une petite fille. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, et je ne le savais pas, je l'ai appris en trouvant ces mémoires. Je crois qu'on peut s'arrêter là, remercier encore une fois Valentine Pino, que vraiment son livre, il faut le lire à peu près. Remercier Marianne qui nous a donné un éclairage vraiment très intéressant, et puis voilà, et remercier le public qui a été très attentif. Merci.